Je m'appelle Hélène Roy, je suis maître de conférence en civilisation hispano-américaine à l'Université de Poitiers et je suis spécialiste de l'époque coloniale. Alors, le titre de la thèse est le suivant: le royaume néo-inca de Vilcabamba, entre parenthèses, Pérou 1537-1572, études historiques et anthropologiques. C'est une thèse que j'ai défendue le 10 décembre 2013 à l'Université de Poitiers et mon directeur de thèse était le professeur Jean-Philippe Husson. Cette thèse, alors, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours traditionnel avec une licence, un master? Alors, je ne sais pas, toi, tu es jeune, donc peut-être que tu n'as pas connu la maîtrise et le DEA. Bref, tu adapteras en fonction Oui. de ton contexte. Ou alors, est-ce qu'il y a eu, c'est un parcours un peu plus singulier avec des à côté, un double cursus? Bref, comment est-ce que tu en es venu à faire cette thèse? Alors, cette thèse est le résultat d'un parcours tout ce qu'il y a de plus traditionnel, quoique je ne sois pas passée par les écoles préparatoires. Donc, j'ai suivi un cursus universitaire, donc tout d'abord une licence LLCE espagnol, suivi d'un master, puisqu'effectivement le DEVA n'existait plus, un master recherche en études romanes, puis un doctorat dans la même spécialité. Et j'ai été financée pour le doctorat par une bourse ministérielle, donc, qui est l'ancêtre des contrats doctoraux. Par curiosité, est-ce que tu peux nous dire sur quoi portait ton mémoire de Master 1 et ton mémoire de Master 2? Alors, pour le mémoire de Master 1, j'ai un petit peu tâtonné. Je savais que je voulais faire de la civilisation, mais donc j'ai commencé par la civilisation contemporaine. J'ai fait un mémoire autour de la figure d'Eva Perón, le mythe d'Evita. Et je me suis ensuite donc tournée en M2 vers ma discipline de spécialité, donc l'époque coloniale. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur Vilcabamba, en fait. Alors, du coup, je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé entre ce mémoire en civilisation contemporaine de M1 et ce mémoire de M2 en civilisation coloniale. Bon, ce qui s'est passé, en fait, c'est le choix de mon sujet de thèse euh, vraiment dépendait en fait des rencontres universitaires que j'ai pu faire et puis des lectures surtout. Donc, la rencontre, c'est la rencontre avec mon directeur de thèse. Il avait déjà été mon professeur en licence, mais donc lors des cours de master, on avait pu échanger davantage sur sa thématique de recherche. Et donc, ça m'avait déjà interpellée. Et puis, dans le cadre de ce master, on avait donc des lectures qui étaient recommandées. Et une lecture en particulier m'a interpellée. C'est l'ouvrage de Nathan Wachtel, donc La vision des vaincus, la conquête du Pérou non, pardon, les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole. Voilà, j'avais le livre à côté de moi. Et donc, c'est une lecture qui faisait partie du cursus. Et qui, couplé avec les commentaires de mon directeur sur ses propres recherches, ces deux choses-là ont éveillé en moi un certain intérêt pour le sujet. Bien, alors un certain intérêt pour la période coloniale américaine, mais quel a été l'élément déclencheur pour le choix de ce sujet-là précisément? Ouais. Pourquoi tu t'es mise à travailler sur Vilcabamba et ce que ça représente pour le Pérou Ouais. passé et contemporain? En fait, suite à la lecture de l'ouvrage de Nathan Wachtel, j'ai commencé à faire des recherches. Donc, c'est par simple curiosité, en fait, au départ. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur la période, sur la thématique. Et donc, effectivement, j'ai lu des choses sur Vilcabamba. Et finalement, en fait, les études sur la résistance de Vilcabamba se trouvaient à un carrefour à l'époque où j'ai commencé ma thèse, parce que les archéologues commençaient le travail à Vilcabamba. Et donc, évidemment, depuis la perspective historique, ça offrait de nouveaux horizons, en fait. Je savais qu'en commençant des recherches sur Vilcabamba depuis l'approche historique, l'archéologie allait me permettre finalement de valider ou d'infirmer certaines hypothèses. Donc, c'était finalement une perspective de recherche plutôt dynamique. Et voilà, donc il y a eu une sorte d'émulation, en fait, entre historiens et archéologues autour de cette thématique. Et alors, en quelques phrases, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as voulu démontrer dans cette thèse? Autrement dit, Mhm. quelle était ta thèse? D'accord. Alors, j'ai tout d'abord répondu à une question très simple, qui était de savoir quel était le rôle exact joué donc par la résistance de Vilcabamba dans la société coloniale.
Donc, évidemment, il s'agissait d'aborder le sujet avec une approche historique. J'ai donc étudié la correspondance entre les souverains du royaume de Vilcabamba et les autorités vice-royales au Pérou et les autorités évidemment métropolitaines en Espagne. Je me suis donc rendue dans plusieurs archives et j'ai collecté donc des sources. Certaines étaient connues, d'autres étaient mal connues. Donc il a fallu refaire ce travail, notamment parce qu'il y avait des erreurs de transcription. Et puis, évidemment, j'ai pu apporter de nouvelles sources, des sources inédites à ce travail. Et donc, ce premier travail m'a permis de comprendre en fait que la résistance de Vilcabamba était un mouvement de résistance qui avait fortement évolué pendant les 40 ans à peu près de son existence, et que finalement, bon, si le spectre d'une résistance et d'une révolte militaire, disons, était réel dans les premières années, donc à la fin des années 1530, finalement, c'est une formation étatique qui ne menaçait plus l'ordre colonial, mais sur laquelle il a fallu compter par la suite, puisqu'en fait, l'élite inca qui se trouvait à Vilcabamba a négocié avec les autorités coloniales ses privilèges. Et tout ça parce que, évidemment, ils avaient anticipé la chute, la dissolution en fait, du royaume de Vilcabamba. Donc, il y a eu toute une période de négociation et il a fallu donc travailler sur, étudier en fait, ces stratégies développées par les Incas de Vilcabamba pour se positionner dans la société coloniale. Donc, ça m'a permis de développer en fait un modèle de résistance, de la résistance de Vilcabamba. Et donc, suite à cette première étape, ça m'a permis de prendre position dans un débat qui était déjà entamé, amorcé, à savoir quel était en fait l'héritage de la résistance vilcabambine dans la société contemporaine. Et notamment savoir si Vilcabamba était l'origine ou pas de certaines manifestations donc mythiques et dramatiques contemporaines. Je pense au mythe d'Inkari et au drame de la mort d'Atahualpa. Donc là, c'était une deuxième partie avec une approche davantage anthropologique. Alors, tu as parlé d'archives et de sources. Tu as dit, je suis allée dans des archives. En tout cas, est-ce que tu Oui. peux déjà parler de ça? Et après, je reviendrai à la question des sources. Oui. Alors, évidemment, les archives et l'accès aux archives, disons, a fait partie de mon travail. Je me suis tout d'abord rendue donc, à Séville, qui est pour les colonialistes, donc, comme tu le sais sans doute, donc, la Mecque des historiens. Et disons qu'à Séville, bon, c'est relativement facile parce que le catalogue existe, il est régulièrement mis à jour par des archivistes qui accompagnent en fait les jeunes historiens dans leur démarche. Donc à Séville, disons que en 2 mois de recherche, j'ai pu collecter un certain nombre de documents intéressants, dont les sources inédites auxquelles je fais référence dans ma thèse. La seule difficulté pour cette première étape, finalement, ça a été la compétence en paléographie, puisque je ne maîtrisais pas la lecture paléographique. Je me suis donc rapprochée de la faculté d'histoire à Poitiers pour prendre des cours de paléographie française. Et donc, j'ai adapté ces premières bases une fois rendue à Séville, en fait, hein, sur le terrain. J'ai appris sur le terrain et aussi avec l'aide donc, des archivistes en question et puis d'un historien dont je parlerai sans doute, qui a été vraiment quelqu'un de moteur dans ma thèse, en fait, dans mon processus de recherche. Et puis, donc après, j'ai fait aussi des recherches dans des archives moins institutionnalisées que celles de Séville, donc au Pérou, en Bolivie également. Et au Pérou, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors certes, j'ai pu avoir accès à des archives relativement ouvertes, comme l'Archive générale de la Nation. Pour ça ne pose pas vraiment de problème. Mais il y a eu des archives un petit peu plus complexes en termes d'accès. Je pense notamment à des archives ecclésiastiques. J'ai en mémoire l'épopée que ça a été d'accéder aux archives archiépiscopales d'Ayacucho,
tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de personnel qui veille sur les archives et les archives sont dans un état assez dégradé. Donc, grande a été ma stupeur finalement de voir dans quel état était ce patrimoine et la désorganisation totale. Donc, le travail est rendu difficile, évidemment. Et alors, tu as dit, j'ai trouvé des sources inédites, enfin en tout cas des choses qui n'avaient pas encore été trouvées au fin fond d'un carton ou par terre, puisque bon, d'après ce que j'ai compris, au Pérou, les archives sont vraiment Mm. maltraitées. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces sources que tu as exhumées? Qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu les as traitées? Raconte-nous un peu ce type de découverte. Évidemment, moi, en tant que spécialiste de littérature contemporaine, dans le Mm. pire du pire, il faut que j'aille trouver une édition, une première édition chez un bouquiniste. Donc, c'est Ouais. la même aventure. Alors, en fait, le principal problème qui se pose, c'est la hiérarchisation en fait, des sources collectées. Bon, à Séville, comme je vous l'expliquais, il y a toutes les ressources, des ressources en ligne aussi, qui permettent de préparer au préalable le travail, en fait, de voir ce qui est déjà disponible en ligne et du coup de réserver la consultation sur place et donc la mission sur place avec les frais que ça engendre. On le réserve spécifiquement pour une documentation qui n'est pas encore en ligne. Et donc, on peut facilement comparer ce qui a déjà été traité, quelles sont les erreurs de transcription et ce qui relève de l'inédit. Ce qui est un peu plus compliqué en Amérique latine, enfin au Pérou en l'occurrence, c'est que bon, je suis arrivée sans aucun travail préliminaire. Alors évidemment, quelques publications me permettaient de tirer le fil hein, et de retrouver la trace de certains documents. Mais par exemple, aux archives archiépiscopales d'Ayacucho, la problématique, c'était le catalogue était complètement inexistant et puis ces archives étaient complètement mélangées. J'ai trouvé des lettres de 1984 avec des manuscrits du XVIIe siècle. Donc ça a été véritablement un problème. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et au-delà de ça aussi, il faut en fait établir une relation de confiance avec les personnes qui vous ouvrent la porte des archives, puisque, comme je vous le disais, ce ne sont pas des archives institutionnalisées. Il n'y a pas de personnel pour vous ouvrir la porte le matin à 8 heures, vous surveiller, vous aider. Donc voilà, ça c'est problématique dans le temps. Et puis, il y a aussi une autre problématique auquel je ne m'attendais pas du tout en tant que jeune historienne un peu naïve que j'étais. À Cusco, par exemple, j'ai dû faire face à des problématiques de vol de manuscrits, tout simplement parce qu'en fait, l'un des archivistes présents avait repéré la thématique sur laquelle je travaillais, parce que je laissais quelques marque-pages dans les manuscrits que je feuilletais. Donc, il avait retracé un petit peu la généalogie de mes recherches. Il avait vu quels étaient mes centres d'intérêt. Et donc, j'ai compris après qu'il avait retiré des archives, du fonds qui était consultable. Il avait retiré certains manuscrits pour me les proposer à la vente, en fait. Donc là, c'est un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber, mais évidemment, voilà, ça fait partie des écueils quand on travaille en archives. Et ça retarde d'autant en fait le processus de recherche. Donc c'est un temps à comptabiliser en plus voilà, dans la thèse. Alors, donc je reviens à mon histoire de source. Est-ce que tu as trouvé quelque chose à quoi tu t'attendais pas et qui a été extrêmement précieux? Parle-nous d'une lettre, d'un texte, je ne sais pas, Oui. précis. Alors en effet, oui, j'ai trouvé donc aux archives à Séville, aux archives des Indes à Séville, j'ai trouvé des lettres d'un des prêtres qui avait été en contact en fait avec une révolte indigène qu'on appelait le Taquioncoy et dont on soupçonne qu'elle avait des liens avec Vilcabamba. Et donc ça m'a permis de relancer le débat sur cette stratégie de résistance, quelles en étaient en fait les modalités. Et je pense qu'effectivement, Vilcabamba s'est associé de façon tout à fait opportuniste en fait, hein, avec des ethnies qui jouxtaient Vilcabamba. Et donc, j'ai trouvé des lettres qui laissaient penser qu'il y avait un lien, une connexion effective entre donc, la résistance de cette élite néo-inca et puis une volonté de résistance plus locale, plus populaire autour de Vilcabamba.
Tout à l'heure, tu as parlé de ton directeur de thèse, Jean-Philippe Husson, et du rôle qu'il a joué en licence, mais surtout en master pour faire de toi une spécialiste de la civilisation coloniale. Mais est-ce qu'il y a, bon, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont joué un rôle important, que ce soit sur le plan intellectuel ou simplement pédagogique ou simplement, alors là je mets simplement avec des guillemets, affectif, amical, dans ce processus de réalisation puis d'écriture d'une thèse? Oui, évidemment, parce qu'en fait, bon, la thèse, c'est aussi l'histoire de plusieurs rencontres. Et donc, effectivement, j'ai fait la rencontre, je dirais, de deux personnes qui ont compté dans ce processus de thèse et sans lesquelles l'objet thèse n'aurait pas été le même. Donc, la première personne, c'est un historien, il s'appelle Luis Miguel Glave. Donc, c'est un historien péruvien qui est établi depuis plus de 20 ans à Séville et qui travaille tous les matins aux archives des Indes. Donc, c'est le spécialiste des archives des Indes. Et donc, évidemment, il lit tout ce qui a trait à l'histoire de son pays d'origine. Donc, évidemment, lorsque je suis arrivée à Séville, il m'a accueilli, il m'a pris sous son aile. La première aide qu'il m'a fournie, c'est de m'aider en fait à déchiffrer ces manuscrits. Donc, il m'a aidé pour la compétence paléographique. Il m'a aidé aussi en me donnant des astuces pour faire parler le catalogue, hein, parce que le catalogue des archives des Indes a ses mystères. Il faut savoir bien le manier. Donc, il m'a montré ces choses-là. Et évidemment, il m'a donné des références bibliographiques complémentaires que j'aurais ignorées, en fait, que je n'aurais pas forcément lu, voilà, parce que le directeur ne peut pas non plus tout connaître, tout savoir. Donc ça a été très important de ce point de vue-là. Et puis il y a eu aussi une aide, je dirais, plus logistique, puisque en fait, après ma première mission à Séville, je comptais me rendre au Pérou. Et je ne connaissais pas, donc je ne connaissais pas le Pérou, et donc il m'a gentiment offert d'être hébergée dans sa famille, et donc j'ai vécu 6 mois chez sa maman. Voilà, donc ça a été une aide précieuse. Quand je suis arrivée à l'aéroport de Lima, quelqu'un m'attendait, quelqu'un de bienveillant m'attendait. Donc ça a été fondateur. Et puis Luis Miguel a également en fait, il m'a suivi tout au long de la thèse, et on continue à travailler d'ailleurs aujourd'hui encore. Et pendant le processus de thèse, j'ai écrit un article qui donc a été sélectionné par une revue pour faire partie du dossier, en fait. Et donc, il fallait trouver des commentateurs, des critiques. Et donc, j'ai évidemment et naturellement sollicité Luis Miguel Glave, qui a donc proposé une critique tout à fait constructive, qui donc en plus m'a permis d'étoffer ma thèse et mon argumentation. Donc, de ce point de vue-là, ça a vraiment été, je dirais, un mentor, en fait. Et ça l'est toujours. Voilà, je continue à travailler avec lui. Et la deuxième personne qui a compté dans ce processus, eh bien, c'est toi, Caroline Lepage, puisque en tant que directrice du CEREL Archivos, donc laboratoire auquel j'appartenais, tu m'as donné de bons conseils, à savoir comment, finalement, à quel rythme publier, à quel rythme communiquer, quand passer les concours. Donc, en fait, ça m'a permis finalement de me positionner dans l'univers universitaire français. Voilà, ce sont des conseils extrêmement précieux qui m'ont beaucoup aidée et épargné certaines peines. Tu m'envoies ravi. Alors, donc tu en as parlé tout à l'heure, l'accès aux archives, et puis toi qui un jour arrive au Pérou sans connaître du tout ce pays et qui doit faire ton chemin, te faire ouvrir des portes, etc. Mais ça, ce sont les difficultés qui sont liées aux spécificités de ton sujet. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu voudrais évoquer et expliquer un peu comment est-ce que tu les as dépassées, régler les problèmes que tu as pu rencontrer? Alors, il y a d'autres difficultés qui sont liées à des compétences spécifiques. Donc, j'ai déjà parlé de la paléographie, mais donc il y a une autre compétence qui m'a manqué cruellement, et je m'en suis aperçue lors du processus de thèse, mais c'est aussi à ça que servent ces années de formation. C'est l'apprentissage du quechua, puisqu'en fait, la deuxième partie de ma thèse, avec cette approche anthropologique, supposait que je me rende sur le terrain. J'ai fait plusieurs enquêtes de terrain dans des communautés andines, donc en l'occurrence dans le département d'Ayacucho, la province de Lucanas.
Et là, j'étais sûre qu'avec mon espagnol, j'allais pouvoir tout comprendre de ce qui se passait, recueillir mes témoignages. Et en fait, je me suis aperçue à quel point le quechua était fondamental, en fait, disons, dans le quotidien même, et en l'occurrence, la festivité auquel j'assistais. Avec mon espagnol, je ne comprenais pas tout. Donc, je suis rentrée avec la certitude qu'il fallait donc apprendre le quechua. Donc, c'est à la suite de cette expérience que je me suis inscrite à l'INALCO et que j'ai suivi une formation en quechua. Et d'ailleurs, après, c'est apparu comme une évidence comment travailler sur les Incas, comment travailler avec des communautés andines sans avoir quelques rudiments, quelques bases en quechua. Donc, ce temps de formation, finalement, je ne m'y étais pas préparée dans la projection que je faisais de la thèse. Et ce temps de formation combiné à tout le reste, hein, évidemment, le temps passé en archives, et puis voilà, les à côté, la préparation du concours, puisque j'ai passé le concours pendant la thèse, l'enseignement également, la part que prend l'enseignement. Donc c'est la combinaison en fait de tous ces temps qui voilà, a été parfois source de difficultés pour ma part. Et comment tu t'organisais? Tu fais partie de ces gens qui travaillent un petit peu tous les jours ou qui ont besoin de grandes plages de 3-4 heures? Comment tu t'es organisé pour arriver à Oui. écrire en particulier? Oui, alors la phase d'écriture, ce travail de cabinet qui contraste en fait, hein, avec les missions sur le terrain. Voilà, il a fallu que je m'organise, et pour ça j'avais on va dire une organisation assez militaire, puisque la personne avec qui je partage ma vie a un travail avec des horaires somme toute assez banal, donc de 8h à midi et demi et de 14h à 18h30. Donc je m'astreignais finalement ce rythme. Ça a plutôt porté ses fruits, parce que j'avais effectivement besoin de larges plages horaires pour pouvoir accoucher de ces idées, les mettre sur le papier. La mise en écriture, j'avais sans doute sous-estimé cette étape-là. Ça m'a pris du temps pour verbaliser correctement. J'écrivais un premier jet, j'y revenais. Et j'ai écrit de façon linéaire. J'avais du mal à commencer une troisième partie et revenir à la première. Voilà. J'étais assez, somme toute, linéaire dans l'écriture. Si on revenait sur le quechua, parce que bon, je sais, parce que je te connais, mais je pense que c'est intéressant que tu en parles. Tu l'as continué après, tu en fais aujourd'hui quelque chose dans ta vie d'enseignante. Donc, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui. Alors, je ne pensais pas du tout qu'apprendre le quechua me donnerait des opportunités par la suite d'enseignement. J'ai appris le quechua, comme je vous l'ai expliqué, dans une démarche purement scientifique et pratique. Et il s'est trouvé que lorsque j'étais recrutée comme maître de conférence à l'Université de Poitiers, l'Université de Toulouse-Jean Jaurès avait des besoins, puisque donc, en plus de l'INALCO, l'Université de Toulouse-Jean Jaurès propose l'apprentissage des langues amérindiennes. Et il se trouvait que donc, en 2014, lorsque j'étais recrutée à Poitiers, Toulouse avait besoin d'un enseignant. Et donc, j'ai été sollicitée à cette époque-là. Donc, je travaille avec Toulouse depuis 2014. Je suis l'enseignant chargé des cours de quechua. Donc, c'est une initiation. Il y a 2 niveaux, une initiation et un perfectionnement. Donc, c'est sur une année. Et j'enseigne le quechua donc, à des étudiants de divers horizons. Hein. Ça va d'étudiants en LLCE qui viennent par découverte, des étudiants en anthropologie, en linguistique, des étudiants en master recherche à l'IPEAT, hein, donc en spécialité sur l'Amérique latine, et qui souhaitent faire par exemple un terrain au Pérou, en Bolivie ou en Colombie, que sais-je. Donc avec des profils très variés, on arrive à faire voilà, des choses très intéressantes. C'est un cours qui se décline en 2 phases, grosso modo. Il y a toute une approche d'abord introductive hein, sur l'histoire du quechua, la situation actuelle du quechua. Et puis, évidemment, il y a la partie atelier où
il y a une phase d'apprentissage par la grammaire et puis après une mise en pratique avec des exercices et puis surtout des ateliers à l'oral en fait, hein, parce que bon, là, le quechua étant une langue fondamentalement pratiquée à l'oral, voilà. Donc, j'insiste sur cette compétence-là. Et donc, l'autre compétence que j'ai développée, la paléographie, je l'ai aussi adaptée à l'enseignement. Donc, cette fois-ci à Poitiers, dans le master recherche. Donc, Poitiers a un master recherche consacré aux archives. Et donc, avec mon binôme est spécialiste de l'époque coloniale, mais cette fois-ci de l'Empire britannique, on fait un co-enseignement sur les archives, sur l'écriture, pendant voilà, l'époque des empires coloniaux, avec un atelier de paléographie. Donc, toutes ces compétences, en fait, j'ai pu les réutiliser en tant qu'enseignante. Voilà. Et c'est vrai que cet atelier de paléographie, j'en mesure l'intérêt aujourd'hui, puisque, en fait, chez certains étudiants que je peux suivre en master, qui décident donc de travailler sur l'époque coloniale, voilà, en préparation d'une éventuelle thèse, avoir quelques rudiments de paléographie espagnole, ça peut tout à fait servir et au contraire les encourager en fait à aller vers cette discipline parce que moi je l'ai vécu comme un obstacle étant donné que j'avais pas eu cette offre-là. Je me suis adaptée, mais voilà, si on les pousse un petit peu avec quelques heures d'atelier, ça peut déclencher quelque chose. Venons-en maintenant, si tu veux bien, à la soutenance. Oui. Est-ce que tu peux commencer par nous dire quels étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, donc, mon directeur de thèse, Jean-Philippe Husson, était également présente Caroline Lepage, professeure des universités à Poitiers et directrice du CRLA. Également Patrick Lèbre de l'Université Toulouse Jean Jaurès, Isabelle Tauzin, professeure de l'Université Bordeaux III, et finalement Nathan Vachtel, mon professeur au Collège de France, qui a présidé donc, le jury de thèse. Alors justement, à propos Zut, c'est quoi son prénom? Nathan Vachtel. Nathan. Donc alors justement, à propos de Nathan Vachtel, j'imagine que c'était impressionnant pour toi d'avoir ce grand monsieur dans ton jury. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que j'appellerais l'arrière-boutique ou la petite cuisine de tes discussions avec Jean-Philippe Husson pour décider de lui demander de venir et comment tu te sentais à l'idée de l'avoir devant toi, a fortiori comme président du jury? Alors, la présence de Nathan Vachtel, en fait, c'est tout de suite imposé comme une évidence pour mon directeur et surtout pour moi, évidemment, puisque, comme je vous l'avais expliqué, c'est un petit peu son ouvrage, hein, La vision des vaincus, qui a, au tout départ, déclenché, en tout cas, la curiosité qui m'a conduite petit à petit vers Vilcabamba. Donc, j'avais évidemment hâte de pouvoir échanger avec lui. Dans ce cadre-là, en fait, la boucle était bouclée, de pouvoir l'inviter me semblait être une évidence pour mon directeur aussi, et donc il a accepté l'invitation. Voilà, ça a été une grande opportunité. Et il a pris à cœur, donc évidemment, la mission qui était la sienne, la responsabilité. Je me rappelle que lors de la soutenance, son intervention avait duré environ 1h30. Donc, on avait écouté attentivement tous ses commentaires. Il avait même commenté certaines notes de bas de page. Donc, voilà, j'étais particulièrement heureuse de voir à quel point il s'était impliqué et voilà, comment il avait pu proposer finalement des lectures intéressantes. Voilà, on a pu véritablement dialoguer de façon constructive. C'était important pour cette thèse. Alors, en dehors de cet élément saillant, hein, de sa présence, quel souvenir tu gardes de ce jour-là, alors que ce soit la veille, le jour même, le lendemain? Alors, pour moi, la veille a été un petit peu compliquée puisque je n'étais pas la seule à soutenir. Une autre doctorante du CRLA Archivos soutenait la veille. J'étais présente, évidemment, puisque son directeur était également mon directeur. Donc, elle était libérée, ça s'était bien passé pour elle. Et évidemment, je n'étais pas tout à fait dans la même situation. Donc, une veille un petit peu compliquée. Et puis, enfin, vient le jour J, mon jour J. J'étais pleine
je dirais pas d'angoisse, le mot est un peu fort, mais évidemment pleine d'inquiétude. Et j'ai eu la chance le matin de la soutenance de rencontrer en fait l'un des membres du jury qui m'a croisée et m'a dit à quel point je devais me rassurer parce qu'il avait compris en fait que j'étais stressée. Donc c'était voilà, un geste aimable de sa part. Il n'était absolument pas obligé. Donc ça m'a évidemment rassurée. Donc, si je devais qualifier la thèse en soi, je dirais sportive, hein, puisqu'elle a duré un peu plus de 5 heures. Mais voilà, j'en garde un excellent souvenir. Alors, tu as en grande partie répondu à la question précédemment de l'influence que l'écriture de cette thèse, le sujet en lui-même avait eu sur l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui. Du coup, je vais un tout petit peu préciser ma question. Est-ce que, en dehors des cours de quechua et des choses comme ça, des initiations diverses que tu fais, est-ce que tu peux enseigner l'Amérique coloniale? À quel niveau et comment tu t'y prends pour leur faire aborder cette double étrangèreté à la fois dans le temps et puis culturelle, parce que ce sont des mondes qui sont quand même très différents. Oui. En fait, on peut aborder cette période dès la licence. La plupart des universités françaises avec une licence LLCR le font. À Poitiers, donc on a réformé les maquettes, mais aujourd'hui j'interviens donc principalement en deuxième année de licence. Je me suis battue pour que le programme intègre en fait les civilisations précolombiennes, parce que jusqu'à maintenant, et comme c'est le cas dans la plupart des universités, on commence l'enseignement finalement avec la découverte ou la construction de l'Amérique en 1492, et donc les étudiants en fait je me suis aperçue que les étudiants avaient finalement assez peu conscience du monde qui pouvait préexister et du coup ils avaient aussi du mal à se représenter l'impact que avait pu avoir l'arrivée des Espagnols sur le continent américain. Donc j'ai intégré un enseignement sur les civilisations précolombiennes. Ça me permet en plus d'intégrer des supports plutôt ludiques avec des vidéos, le travail des archéologues aussi, parce qu'il faut que nos étudiants prennent conscience des différents métiers qui existent autour finalement de ces civilisations. Et puis j'enseigne évidemment la période de la découverte et puis la période des conquêtes, etc. Et finalement, jusqu'en master, j'anime des séminaires de recherche en master autour du gouvernement, comment gouverner l'Amérique coloniale, les archives, l'écriture, et puis les concours ont redonné une possibilité à la discipline en choisissant l'étude de Naufragios d'Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Donc, je me suis investie évidemment dans cette étude-là. J'ai redécouvert le récit de Cabeza de Vaca, Naufragios, et j'ai aussi profité d'être à Séville aux archives pour aller voir ce qu'il y avait autour de Cabeza de Vaca. Et en fait, comme les archives des Indes actualisent régulièrement son catalogue, il se trouvait que l'outil informatique avait enregistré de nouveaux documents le concernant. Donc voilà, à l'occasion d'une question de concours et d'une recherche ponctuelle, j'ai pu travailler et approfondir même et faire des ponts même avec ma recherche. Donc voilà un petit peu comment les choses se déroulent. Ce qui prouve l'importance de ces programmes de concours, que ce soit le CAPES ou l'agrégation, pour Oui. nos étudiants, pour leur faire découvrir des pans entiers des recherches Oui. en littérature, civilisation et linguistique espagnole, hispano-américaine, et donc le rôle que jouent les présidents dans le choix de ces programmes. C'est fondamental pour la survie des disciplines et aussi pour la politique de recrutement. Voilà. Évidemment, lorsqu'une université ne dispose pas de spécialistes de la question coloniale, mais il est très difficile de préparer un cours de CAPES, a fortiori un cours d'agrégation. Et donc, certaines universités se sont retrouvées dans l'obligation de faire des recrutements par vacation parce qu'il n'y avait pas de spécialistes. Voilà, Poitiers a maintenu sa politique de recrutement et a toujours voulu qu'il y ait un spécialiste. Voilà, c'est encore le cas dans la plupart des universités, heureusement. Mais je pense que cette question de concours, donc au CAPES puis à l'agrégation,
a quelque part permis de prendre conscience que les études coloniales continuaient d'exister, étaient toujours là et qu'elles étaient dynamiques. Je vois que tu défends ton champ et tu as bien raison. Oui. Alors, autre question, alors celle-là, c'est celle qui toujours m'amuse quand je la pose à mes interlocuteurs parce que soit ils ont des mines réjouies, soit ils ont des mines un peu désolées, ou voire contrites. Est-ce que tu as relu ta thèse? Non, je l'ai relu, j'ai relu les premières pages à l'occasion de cet entretien. Non, je ne l'ai pas relu. Ce que j'ai fait, c'est publier certains extraits, mais que j'ai remaniés pendant le processus de thèse, parce que ça m'a permis justement d'étoffer l'argumentation, et après. Voilà, donc en gros, j'ai publié 2 articles en espagnol, pour évidemment, disons, faire connaître un petit peu mes travaux en dehors de la France. Voilà, et ces 2 articles, disons, ont été des articles importants pour ma carrière, et l'un d'eux, notamment le premier, celui que j'ai publié en 2010, m'a permis de me faire vraiment connaître, et aujourd'hui encore, certains collègues me reparlent de cet article. Il a été fondateur, mais bon, le revers un petit peu, c'est qu'on a eu parfois tendance à réduire mes travaux à cet article. Donc il a fallu aussi voilà, que je trouve d'autres canaux de diffusion. Aujourd'hui, je suis en fait, alors même si je me suis un petit peu éloignée de Vilcabamba, je suis évidemment l'actualité scientifique autour de cette thématique, et l'archéologie a produit des résultats. Et voilà, certains résultats valident en partie mon modèle de la résistance vilcabambine, donc j'en suis extrêmement fière. Après, je reste très critique quand même sur la façon dont j'ai pu aborder les choses, dont j'ai pu rédiger certains passages. Donc évidemment, si j'avais à le refaire aujourd'hui, plus de 7 ans, oui, 7 ans après, j'aborderais les choses différemment, je pense. Tu as des projets de publication de ce travail ou tu penses Non, pas nécessairement. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Voilà, je suis sur un autre projet, mais qui n'est pas complètement, disons, éloigné, puisque je retrouve la thématique du rapport des acteurs coloniaux à l'écriture. Parce qu'en fait, bon, en étudiant la correspondance des Incas de Vilcabamba avec les autorités vice-royales, j'ai étudié en fait cette thématique-là. Et donc là, je la reprends, mais avec d'autres acteurs coloniaux cette fois-ci. Non plus des acteurs autochtones, mais plutôt des officiers royaux, dans leur rapport en fait à la métropole, aux autorités métropolitaines espagnoles. tu peux développer un petit peu? C'est-à-dire que c'est qui ces gens sur lesquels tu travailles Oui, actuellement? bien sûr. Alors, il se trouve que bon, ça a été aussi l'objet de rencontres suite à ma thèse. Donc, j'avais ces compétences. J'étais spécialiste du XVIe siècle, du Pérou. J'avais la paléographie dans mon bagage. Et donc, un collègue archéologue m'a parlé en fait d'archives qu'il avait redécouvertes à Grenade, à l'abbaye du Sacremont. Ce sont des archives qui traitent du Pérou colonial, et du Pérou colonial, mais dès la formation en fait, de l'ordre colonial au Pérou. C'est des archives qui étaient connues parce que dans les années 50-60, il s'était publié 2 lettres très connues, l'une de Francisco Pizarro et l'autre du dominicain Vicente Valverde. Donc, c'est principalement autour de ces 2 lettres qu'était connu le fonds d'archives, mais tout le reste des fonds péruviens n'était pas connu et peu exploité. Et donc, les autorités ecclésiastiques de Grenade avaient fermé les archives, donc elles n'étaient pas accessibles. Et depuis les années 2010, voilà, cet archéologue a eu accès et m'a dit voilà, il y a des choses sur le Pérou du XVIe siècle, il y a autre chose, il n'y a pas que les lettres, les 2 lettres bien connues, il y a des choses autour du gouvernement de Cristóbal Vaca de Castro, donc c'est le gouverneur du Pérou entre 1542 et 1544. Donc, il m'a mis en contact avec l'abbaye du Sacrement, avec les autorités ecclésiastiques, ce qui m'a permis de pouvoir y entrer et débuter mes recherches. Donc, c'est un projet de valorisation en fait, de ce fonds patrimonial. Il a fallu que je me rende plusieurs fois sur place pour en fait, faire un état des lieux de la documentation qui était disponible.
commencer à les numériser, puisqu'en fait, l'archive est ouverte qu'une matinée par semaine. Donc, grâce finalement à l'entremise d'une collègue de l'Université de Grenade, j'ai pu y avoir accès et prendre quelques photos pour pouvoir retravailler depuis chez moi. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait des fonds importants autour de ce gouverneur, parce qu'en fait, c'est un gouverneur qui a été, disons, qui a connu un procès par sa propre administration, le Conseil des Indes, qui a jugé qu'il avait excédé, qu'il s'était, disons, dépassé en termes de rémunération au Pérou. Donc, les Indes ont été une opportunité pour lui de s'enrichir. Et donc, on retrouve des lettres qu'il a pu échanger avec sa famille, notamment avec sa femme, où il dit à sa femme de faire la miséreuse auprès des conseillers des Indes pour pouvoir obtenir encore plus de faveurs. Donc, il y a tout un procès autour de sa supposée corruption. Ce qui est important aussi, c'est le deuxième fonds d'archives où en fait, on voit à quel point l'écriture lui a servi pour se réhabiliter, en fait, pour racheter ses fautes. Il a passé 11 ans en prison. Au bout des 11 ans, il a été réhabilité. Donc, il y a toute cette documentation légale, plus cette documentation historiographique, puisqu'il a payé des historiographes en vogue à cette époque et des poètes pour pouvoir écrire une histoire favorable, une histoire à sa gloire en tant que gouverneur du Pérou. Donc là, on voit bien qu'il y a toujours ce fil conducteur de la correspondance, mais que depuis la thèse, de l'eau a coulé sous les ponts. Alors, une petite question anecdotique, histoire qu'on comprenne bien le statut qu'a aujourd'hui ta thèse dans ton cœur, dans ton esprit et dans ta maison. Quand je t'ai demandé de la retrouver pour l'ultime question de cette interview, est-ce que tu as dû aller dans l'étagère d'à côté où elle trône encadrée à ta gloire, ou est-ce qu'il a fallu que tu ailles au fond de ton jardin avec une pelle pour la déterrer de là où tu l'avais enterrée définitivement? C'est un entre-deux en fait. Elle est dans ma bibliothèque parce que j'ai un espace dans ma bibliothèque, espace Vilcabamba. Donc elle se trouve là, voilà, dans un petit coin réservé à Vilcabamba, que je continue d'alimenter, voilà, au fil des avancées Tu veux dire qu'il y scientifiques. a un royaume de Vilcabamba dans ta bibliothèque? Exactement, j'ai quelques incas de Vilcabamba dans ma bibliothèque. Venons-en maintenant aux conseils que tu donnerais ou éventuellement que tu donnes à de jeunes doctorants. Alors, le premier conseil que je donnerais, je crois que je l'ai déjà évoqué, c'est un mot que j'ai déjà utilisé. Je dirais qu'il faudrait être curieux. Quand je dis curieux, ça veut dire enfoncer les portes ouvertes par le directeur de thèse, parce que le directeur de thèse va vous donner un fil, une piste, mais c'est à vous de poursuivre ce travail-là. Et les rencontres sont fondamentales, en fait. Dans mon cas, voilà, comme j'ai pu l'expliquer, je n'en serais jamais arrivée là si je n'avais pas voyagé au Pérou, si je n'avais pas été dans différentes archives, si je n'avais pas été à la rencontre des historiens qui ont complété en fait toutes les données que je pouvais avoir, bon, notamment parce que aussi Vilcabamba est étudié en fait au Pérou, certes, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Donc, il a fallu que je fasse des recherches bibliographiques toujours plus importantes. Et comme les archéologues continuaient de publier et qu'il y a eu plusieurs expéditions archéologiques, plusieurs équipes, voilà, il a fallu que je me tienne informée très, très régulièrement. Et donc, ces rencontres ont été fondamentales. Donc, voilà, être curieux, c'est pour moi vraiment la base. Ça permet aussi tout simplement d'établir un réseau après de contacts qu'on peut réactiver par la suite dans sa carrière pour publier, communiquer, faire des échanges, etc. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est celui d'être ambitieux. Parce qu'en fait, je considère la thèse comme un espèce de rite initiatique, mais surtout, l'objet en soi, l'objet thèse, comme tu le dis, on peut l'enterrer au fond du jardin. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. Ce qui est important, en fait, c'est le chemin, c'est la façon, c'est les compétences que l'on acquiert à cette occasion. La façon dont on résout les difficultés, c'est ce qui fait de nous le chercheur qu'on peut être et l'enseignant, a fortiori qu'on est aussi. Donc, cette ambition, elle est fondamentale. Et puis finalement, la rigueur,
qui est indissociable de ce travail de cabinet, de la mise en écriture. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur mes propres lacunes, sur mes propres difficultés, y compris dans ma langue, le français. Donc, c'est véritablement, la rigueur est véritablement au cœur du projet. Voilà, je pense qu'on ne peut pas envisager une thèse sans cette rigueur. Pour conclure donc, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et Oui. nous en faire un petit commentaire? Alors, je vais vous lire plutôt les 5 premières phrases, parce que sinon, ça n'aura pas vraiment de sens. Nous t'écoutons. Tous les américanistes que nous avons rencontrés au cours de nos recherches avaient une idée assez précise de ce que désignait le royaume néo-inca de Vilcabamba. Pourtant, nous avions préparé une définition standard dans la perspective d'éventuelles rencontres. Le royaume néo-inca fut une formation étatique indigène créée par l'aristocratie inca qui réussit à coexister avec l'appareil colonial espagnol pendant près de 35 ans. Précaution inutile, car il n'y eut pas d'ignorants. De fait, la résistance vilcabambine ne possède aucun équivalent. Elle constitue un phénomène historique unique en son genre, en 3 siècles de domination espagnole en Amérique. Alors en fait, cette phrase introductive, je dirais qu'elle résume tout l'esprit de la thèse et surtout le pourquoi j'en suis arrivée à cette thèse. En fait, la résistance vilcabambine, c'est un symbole de résistance aujourd'hui au Pérou, mais pas qu'au Pérou. Hein. Je dirais même que presque la culture universelle s'en est emparée. Je pourrais donner plusieurs exemples, mais si on revient vers le Pérou, c'est un symbole, donc, comme je le disais, de résistance, simplement parce que Vilcabamba, bon, c'est le refuge des derniers Incas, des tout derniers Incas. Et donc, la figure de ce dernier Inca emblématique, et Tupac Amaru, a été reprise dans l'histoire au gré des révoltes, donc par exemple au XVIIIe siècle, la résistance de Tupac Amaru II. Et puis, disons que c'est une parcelle de l'histoire péruvienne que l'on a vu ressurgir finalement très récemment, y compris dans la politique péruvienne des années 2000. Donc, je pense notamment lors de l'élection du président péruvien Alejandro Toledo, qui faisait référence régulièrement aux Incas et dont les discours politiques avaient des relents de messianisme inca. Donc, j'étudie dans la thèse ce messianisme inca, notamment à travers le mythe de l'Inca roi. C'est cette utopie andine que l'Inca renaîtra de ses cendres et restaurera une ère de prospérité. Donc, le discours politique s'en est emparé. Comme un symbole de résistance. Et même la littérature le réemploie. Walt Disney le réemploie aussi, puisqu'il y a un dessin animé, alors je ne sais plus lequel, je ne sais plus si c'est Cusco ou si c'est Pachamama. Enfin, en tout cas, il y a eu 2 dessins animés autour de ces Incas comme un symbole de résistance. Donc on le voit comment ce symbole est réactivé. Et puis Vilcabamba, c'est aussi la cité perdue en fait. C'est le refuge où on pourrait trouver le trésor caché par les derniers Incas. En fait, donc l'Américain Hiram Bingham, quand il découvre Machu Picchu, il recherche Vilcabamba. Et forcément, donc Vilcabamba a toujours suscité l'intérêt, le fantasme même, je dirais, des explorateurs, puis par la suite des scientifiques. Et je ne peux pas nier que moi aussi, j'ai quelque part succombé aux sirènes de Vilcabamba lors de mes toutes premières lectures. Et l'archéologie, donc a par la suite, donné évidemment posé un regard scientifique sur la chose. Mais voilà, Vilcabamba est présent dans l'imaginaire collectif péruvien et pas seulement. Voilà. Donc, je pense que cette introduction, elle résume ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup Hélène. Au nom de l'équipe qui mène ce projet, ma thèse et moi, et à titre personnel, nous nous connaissons depuis longtemps puisque tu étais mon étudiante. Je t'ai préparée notamment au concours du CAPES et j'avoue que je suis très heureuse et contente pour toi de voir l'enseignante et la chercheuse que tu es devenue. C'est une petite fierté à titre personnel sur le plan professionnel. Voilà, je te remercie beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à toi d'être présente depuis le départ et je souhaite longue vie à ce projet et à toute ton équipe que je trouve formidable. Merci.